Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 30 octobre. L'entité sioniste continue de violer le cessez-le-feu à Gaza 20 jours après son entrée en vigueur et bombarde l'est de Khan Younes au sud. Le groupe A3+, au Conseil de sécurité, condamne les dernières violences au Soudan, notamment les massacres commis à Al-Fasher par les forces de soutien rapide. Pour la première fois depuis 2019, les présidents américains et chinois se sont retrouvés en Corée du Sud, une entrevue ayant débouché sur des accords sur les droits de douane, les terres rares, le soja et le fentanyl. Et puis le 28e Salon international du livre d'Alger ouvre ses portes au grand public. Immersion dans cette édition et zoom sur la Mauritanie, invité d'honneur. Bonsoir à tous. Au 20e jour de son entrée en vigueur, le cessez-le-feu dans la bande de Gaza a été une énième fois violé par l'entité sioniste. Des frappes aériennes ont ciblé l'est de Khan Younes au sud. Les forces de l'entité sioniste ont également démoli des immeubles d'habitation situés à l'est de la ville de Gaza. Des tirs d'artillerie ont aussi été signalés à l'est du camp de réfugiés de Marazi, dans le centre de l'enclave palestinienne. Avec ces nouvelles violations du cessez-le-feu, les Palestiniens craignent un retour à l'agression génocidaire de l'entité sioniste à Khan Younes. Les familles déplacées racontent des nuits d'horreur suivies de journées interminables en quête de quelques millilitres d'eau ou d'un peu de nourriture pour survivre. Nous avons peur qu'une autre guerre éclate parce que nous ne voulons pas d'une guerre. Nous avons subi 2 ans de déplacement. Nous ne savons pas où aller ni où venir. Par Dieu, je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai entendu les avions qui volaient. Chaque fois qu'ils bombardent, il y a une centaine de martyrs. Personne ne nous cherche. Le monde entier nous regarde. La situation est extrêmement difficile. La guerre est toujours en cours et nous n'avons aucun espoir qu'elle se termine. Des conditions dont nous sommes témoins, la vie que nous vivons, de l'eau, de la nourriture et des boissons, même l'argent. Ils réduisent de 35% ou 40%, ce qui représente la moitié du salaire de l'employé. Les gens ne peuvent pas y faire face. Le coût élevé de la vie, la situation est difficile et insupportable et nous prions Dieu de nous accorder un soulagement. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a fermement condamné les nouvelles agressions des forces de l'entité sioniste contre les habitants de la bande de Gaza, faisant une centaine de martyrs, dont plusieurs enfants en flagrante violation de l'accord de cessez-le-feu en vigueur. Guterres a insisté sur le fait que tout acte risquant de nuire aux civils ou de perturber les opérations humanitaires devait être évité. Pour rappel, plus de 100 Palestiniens, dont 35 enfants, sont tombés en martyrs entre mardi soir et mercredi matin dans des agressions sionistes. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a également qualifié d'épouvantables les dernières frappes de l'entité sioniste contre la bande de Gaza, appelant au respect du cessez-le-feu en vigueur. Les informations selon lesquelles plus de 100 Palestiniens ont été tués pendant la nuit, pour la plupart des enfants et des femmes, dans une vague de frappes aériennes israéliennes à travers la bande de Gaza, sont consternantes. Les lois de la guerre sont très claires sur l'importance primordiale de la protection des civils et des infrastructures civiles. Israël doit s'acquitter de ses obligations en vertu du droit international humanitaire et doit rendre des comptes en cas de violation. Il est affligeant que ces meurtres aient eu lieu au moment même où la population de Gaza, qui souffrait depuis longtemps, commençait à ressentir l'espoir que le barrage incessant de violence puisse prendre fin.
Toutes les parties au conflit doivent agir de bonne foi pour mettre en œuvre le cessez-le-feu et nous appelons les États qui ont de l'influence à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer le respect. Les 2 dernières années ont apporté des souffrances et une misère indicible, dont ainsi que la destruction presque totale de Gaza. Nous ne devons pas laisser cette opportunité de Gaza et d'ouvrir la voie vers un avenir plus juste et durable nous échapper. Malgré les nouvelles agressions de l'entité sioniste, les Palestiniens entendent bien revenir à une vie normale. Des étudiants se sont littéralement rués vers l'université Al-Azhar de Gaza qui a ouvert ses portes avec l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Elle a accueilli ainsi ses premiers nouveaux étudiants depuis 2 ans. Ces 2 années ont été marquées par les déplacements, la guerre et la destruction. Étudier était très difficile et l'enseignement en ligne était encore plus difficile. Il y avait des connaissances que nous avions du mal à comprendre, mais les informations ne pouvaient nous parvenir que de manière très limitée. L'université reprend enfin les cours. C'est mieux qu'avant. Nous avons terminé notre inscription et honnêtement, c'est vraiment bien. Après 2 ans de conflit, le fait de pouvoir reprendre les cours à l'université a ravivé notre espoir. L'université existe toujours. Cela signifie un nouveau départ et une nouvelle vie. Dans ce même dossier, plus de 1300 colons sionistes ont pris d'assaut ce jeudi l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa dans la ville d'Al-Quds, occupée sous la protection des forces de l'occupation sioniste. Les colons qui se sont introduits dans l'enceinte de la mosquée par groupe ont mené des marches provocatrices dans ces cours et effectué des rituels talmudiques. Et face aux agressions répétées de l'entité sioniste au Liban, cette fois, le président libanais Joseph Aoun a ordonné ce jeudi à l'armée de contrer toute incursion des forces de l'entité sioniste dans les zones libérées du sud du pays, une première depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à la fin de l'année 2024. Et la décision du président libanais est intervenue après que les forces de l'entité sioniste ont mené dans la nuit un raid contre un bâtiment municipal dans le sud du Liban, tuant un agent public. En effet, un employé municipal est tombé en martyr lors d'une agression sioniste nocturne dans un village de Blida au sud du Liban. Je vous en parlais en titre, le groupe A3+, au Conseil de sécurité, a condamné ce jeudi les dernières violences au Soudan et les massacres commis à Al-Fasher par les forces de soutien rapide. Une condamnation exprimée au nom du groupe par le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur la situation au Soudan à la demande de plusieurs pays, dont l'Algérie. Des représentants du Soudan. Le scénario que nous craignions tous, que nous avions souhaité éviter, est maintenant une réalité tragique. Les forces d'appui rapide ont pris le contrôle d'Al-Fasher après plus de 18 mois d'un siège inhumain caractérisé par la famine, les souffrances et le désespoir. Cette situation éminemment inquiétante est un défi flagrant fait à la résolution 2736 de notre Conseil qui exigeait l'année dernière la levée du siège d'Al-Fasher par les RSF. Selon Benjama, les forces de soutien rapide progressent au Soudan et commettent des crimes contre des civils innocents. Aujourd'hui, cette situation signifie aussi un pas dangereux en avant vers la fragmentation du Soudan. Et si seulement les souffrances s'arrêtaient là, mais les RSF avancent au Soudan, en particulier au Darfour et au Kordofan septentrional, déclenchant des vagues de brutalité contre des civils innocents, une violence pire
que tout ce que nous aurions pu imaginer. Les images que nous avons vues, les rapports que nous avons reçus ces 72 dernières heures sont tout simplement effarants. Ahmad Benjama a souligné aussi que la brutalité des forces de soutien rapide n'avait pas épargné une mère et un bébé tués dans une maternité. Nous avons vu une mère impuissante serrer son enfant dans ses bras alors qu'elle attendait que 2 membres armés sans pitié des RSF la tuent et tuent son bébé. Imaginez-vous juste un instant la douleur de cette mère innocente et impuissante. Nous avons reçu des informations faisant état du meurtre de plus de 460 patients. 460 patients et leurs proches par les forces d'appui rapide dans une maternité financée par l'Arabie Saoudite. Un lieu destiné à soigner et non à tuer. Un lieu où on donne la vie, transformé en un site de massacre. Dans ce contexte, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé ce jeudi à mettre un terme immédiatement à l'escalade militaire au Soudan après l'assassinat de plus de 460 personnes dans une maternité à Al-Fasher, ville tombée aux mains des forces de soutien rapide. Les informations se multiplient sur des exactions massives depuis que les FSR ont pris dimanche, après 18 mois de siège, cette dernière grande ville située dans la vaste région du Darfour où les massacres continuent. L'OMS a aussi dénoncé l'assassinat de plus de 460 personnes dans une maternité à Al-Fasher, dernier hôpital partiellement fonctionnel de cette ville soudanaise, selon son directeur général. L'OMS est consternée et profondément choquée par ces informations, mais aussi à la suite des récentes attaques et de l'enlèvement de travailleurs de la santé. L'OMS est consternée et profondément choquée par les informations faisant état du meurtre tragique de plus de 460 patients et accompagnateurs à la maternité saoudienne d'Al-Fasher au Soudan, à la suite des récentes attaques et de l'enlèvement de travailleurs de la santé. Cette maternité était le seul hôpital encore partiellement opérationnel dans la ville. Tombée cette semaine aux mains des forces de soutien rapide, dimanche, elle a été attaquée pour la 4e fois en un mois, tuant une infirmière et blessant 3 autres professionnels de santé. Mardi, plus de 460 patients et leurs accompagnateurs ont été abattus dans l'hôpital. Cette tragédie s'inscrit dans le contexte d'une crise qui s'aggrave rapidement à El-Fasher, dans le nord du Darfour, où l'escalade de la violence, les conditions de siège et la recrudescence de la faim et des maladies tuent des civils, y compris des enfants, et font s'effondrer un système de santé déjà fragile. L'OMS condamne avec la plus grande fermeté ces attaques horribles contre le système de santé et appelle au respect du caractère sacré des soins. Des Soudanais déplacés de la capitale provinciale du Darfour Nord au cours du week-end ont décrit des conditions épouvantables alors qu'elles fuyaient les bombardements et les tirs. Les bombardements et les attaques de drones étaient incessants. Ils nous tiraient dessus à coups de crosse jour et nuit, sauf si nous nous cachions dans les maisons. À 3 heures du matin, nous sortions en cachette jusqu'au nord du Darfour où nous avons été pilés. Ils nous ont tout pris. Je suis arrivée pieds nus. Même mes chaussures ont disparu. Il y a eu de nombreux bombardements. J'ai moi-même été touchée par des obus. Les bombardements ont tué ma fille, blessé l'œil de mon autre fille, paralysé mon fils. J'ai été touchée par des obus. Mon corps est couvert de blessures et enflé. Hier, je suis allée changer mon pansement. Le pire, c'était la fouille. Ils nous ont tout pris, même notre argent. Mon frère et son ami ont été retenus à la porte de Karni. Arrivés à Karni, nous avons pris le petit déjeuner et de l'eau. Puis, ils ont emmené des camions et nous ont emmenés. J'ai laissé ma mère, ma fille et mes 2 frères et sœurs là-bas et je suis allée à Tawila. Sahara occidental, l'organisation de défense des droits humains au Sahara occidental, CODESA, a appelé à la protection du droit
du peuple sahraoui à l'autodétermination, mettant en garde contre le danger de sa privation de ses droits et les répercussions que cela pourrait avoir sur la stabilité de la région du Maghreb et du Sahel. Je vous le disais en titre, pour la première fois depuis 2019, les présidents américains et chinois se sont retrouvés en Corée du Sud dans un contexte marqué par la menace d'une reprise des essais nucléaires américains. Cette entrevue a débouché sur des accords sur les droits de douane, les terres rares, le soja et le fentanyl. Eh bien, merci beaucoup. C'est un grand honneur d'être en compagnie d'un ami de longue date, le très distingué et respecté président de la Chine. Nous aurons des discussions. Je crois que nous nous sommes déjà mis d'accord sur de nombreux points et nous allons conclure d'autres. Le président Xi Jinping est un grand dirigeant d'un grand pays et je suis convaincu que nous allons entretenir d'excellentes relations pendant longtemps. C'est un honneur de vous avoir parmi nous. Merci encore une fois. Sous notre direction conjointe, les relations sino-occidentales sont restées globalement stables. Compte tenu de nos situations nationales différentes, nous ne partageons pas toujours le même point de vue. Et il est normal que les deux principales économies mondiales connaissent parfois des frictions. Le président chinois Xi Jinping a donc rencontré à Busan le président américain Donald Trump, une étape significative dans l'évolution des relations sino-américaines. Comment cette relation évoluera-t-elle? Le point avec Jeanne Shenhui, présentatrice et chroniqueuse à CGTN. Bonsoir. Bonjour à tous. Le 30 octobre, heure locale, le président chinois Xi Jinping a rencontré à Busan, en Corée du Sud, le président américain Donald Trump. Cette rencontre, pour moi, a marqué une étape importante dans l'évolution des relations bilatérales entre la Chine et les États-Unis, parce qu'aujourd'hui, face à un environnement international complexe, la diplomatie des chefs d'État joue un rôle essentiel. Elle permet d'assurer la planification au plus haut niveau et aussi de définir une orientation stratégique. Et tout cela va pouvoir aider les deux pays à gérer les crises et aussi à renforcer le consensus. D'ailleurs, cette fois-ci, comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, la partie chinoise fait preuve d'une position très ferme et aussi une attitude très constructive. Je cite le président chinois, il a dit « Face au vent et aux vagues, les chefs d'État des deux pays, en tant que capitaines, doivent maintenir le cap et garder la barre ferme pour que le grand navire des relations sino-américaines avance de manière stable. » Cette métaphore, qui est souvent utilisée par le président chinois au fil des ans et dans différentes occasions, souligne en effet le nouveau rôle de la diplomatie de haut niveau comme étoile polaire de la relation bilatérale. Et d'ailleurs, lors de cette rencontre, nous avons vu qu'il y a plusieurs avancées qui ont été réalisées sur le plan économique et commercial. Les États-Unis ont annulé les 10% de droits de douane supplémentaires dits sur le fentanyl imposés aux produits chinois et aussi ont suspendu pour un an l'enquête dite section 301 sur la construction navale et la logistique maritime. Et du côté de la Chine a ajusté les contre-mesures de manière réciproque et tout restant prudente. Pourquoi la Chine reste prudente? Parce que l'avenir des relations sino-américaines demeure aujourd'hui encore incertain. Est-ce qu'il y aura une nouvelle guerre commerciale qui va être reprise d'ici un an ou deux? Personne ne le sait, mais tout dépendra de la sincérité des États-Unis et aussi du degré de la mise en œuvre de leurs engagements envers la Chine. Parce que au fil des années, vous avez peut-être aussi déjà remarqué, c'est que la question est désormais de savoir comment tenir le cap. La Chine, dans la mise en œuvre de ses politiques, a toujours tenu la parole et aussi a toujours agi avec constance. Donc aujourd'hui, il faut désormais observer, c'est de savoir si les États-Unis seront eux aussi à la hauteur de leur propre engagement. Les effets des changements climatiques s'accélèrent, c'est ce qu'a alerté le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à l'occasion de la publication d'un rapport sur l'écart entre les besoins et les perspectives en matière d'adaptation au réchauffement climatique, dénonçant un échec de la solidarité mondiale.
Dans l'actualité aussi, en Suisse, un villageois a entrepris de reconstruire son village natal, dévasté par un glissement de terrain qui a quasiment tout englouti après son passage. Plus de 90% des maisons et des bâtiments de ce village ont été détruits. Pour le tourisme dans cette vallée, c'est aussi une catastrophe car nous n'avons pas assez de lits pour tous les touristes et c'est pourquoi nous avons commencé à réfléchir à ce que nous pouvions faire et nous avions différents projets et finalement nous avons conclu que le mieux serait de construire rapidement un nouvel hôtel que nous appelons hôtel temporaire car il s'agit d'une maison en bois. And we call it a temporary hotel because it's a wooden house. Je ne suis pas scientifique, donc je ne peux pas affirmer avec certitude quel est le lien exact entre le changement climatique et ces événements. Mais nous vivons ici, dans notre vallée, et nous constatons que quelque chose se passe. Les glaciers reculent, il y a un changement. Moi, j'ai tout perdu de mon histoire professionnelle. Je suis cuisinier depuis l'âge de 15 ans. Donc, on n'a plus rien du tout. Et donc, c'est un projet qui nous redonne de l'espoir. Et puis, on veut participer aussi à la reconstruction de Blatter, en tout cas de la vallée, parce qu'elle a été un peu amputée au niveau touristique. D'une jambe, on peut dire. Donc, voilà, la vallée a besoin de nous. Nous, on a besoin de la vallée. On l'adore, elle est magnifique. On veut rester. Et je vous en parlais en titre, le Salon international du livre d'Alger a ouvert ses portes ce jeudi au grand public au Palais des Expositions. La 28e édition du SILA, où la Mauritanie est invitée d'honneur, regroupe plus de 1250 participants algériens et étrangers. Les détails avec Maria Scheuer. En famille ou entre amis, ils sont venus nombreux arpenter les allées du Palais des Expositions, découvrir les nouveautés du 28e Salon international du livre d'Alger. Dès les premières heures, le public a afflué massivement dans les couloirs de la SAFEX. Comme premier jour, le public est vraiment important. C'est un public curieux. Il y a plein d'enfants comme ils n'ont pas de cours aujourd'hui. Donc c'est très intéressant. Donc un public de toutes les catégories. Ils ont visité notre stand. Ils ont cherché derrière nos nouveautés. On a présenté devant un public l'ancienne génération, la nouvelle génération, les petits. Ça fait plaisir comme premier jour. À Casbah Édition, on peut dire que la principale thématique, c'est l'histoire et la culture. L'histoire de l'Algérie, que ce soit dans le passé, l'histoire de l'Algérie moderne, l'histoire de l'Algérie actuelle, également la culture qui fait partie de la ligne éditoriale de Casbah Édition. Dans cette foule, l'enthousiasme est palpable. Les fils s'allongent pour une dédicace, un mot ou une photo. Chaque espace ici raconte une histoire de romance, de culture ou de science. Dans ce salon, on a représenté des maisons d'édition canadiennes, telles que Arclair Éducation, anglaises. Donc tous nos ouvrages sont en anglais, vu que la demande est beaucoup plus importante de plus en plus. Dans ce premier jour de SILA, on a vraiment ressenti une très forte demande envers les livres qu'on a ramenés. C'est des livres techniques, donc il y a vraiment une demande envers les livres en anglais. En feuilletant son livre, cet écrivain confie son souhait de voir naître davantage de salons et de conférences autour de la lecture pour inciter les jeunes à renouer avec les livres. La lecture, je pense qu'il faut la promouvoir quand même à travers les ateliers de lecture et les ateliers d'écriture. C'est très 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 important. Entre stands, dédicaces et débats, cette 28e édition du SILA rappelle que le livre reste malgré les écrans et les distractions. Il continue de rassembler, d'émouvoir et de faire rêver. À la direction à présent l'ouest de l'Algérie pour l'ouverture ce soir à Oran de la 13e édition du Festival international du film arabe. Cette édition qui coïncide avec la commémoration du 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale comprend 8 rubriques dédiées aux projections off. On en parle justement avec notre envoyé spécial à Oran, Fla El Aili. Bonsoir.
Bonsoir, nous sommes en direct de la soirée d'ouverture de la 13e édition du Festival international du film arabe d'Oran. Donc cette édition réunit 60 films entre longs métrages, courts métrages et films documentaires venus de différents pays arabes et africains. Donc un rendez-vous marqué par un hommage au cinéma palestinien et au cinéma africain et par la commémoration du 71 anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne. Ce soir, plusieurs figures du cinéma, figures emblématiques, sont honorées, dont le Syrien Hassan Messoud, l'Égyptienne Nadia El Joundi et le réalisateur algérien Rachid Bouchareb. Merci Fella El Aili, vous étiez avec nous, en direct avec nous depuis Oran et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.